Marie-Thérèse Lefeuvre, bonjour. Vous êtes la tête de liste de la Bretagne avec David Cabas pour les Côtes d'Armor. Merci d'être venu répondre à nos questions. Donc les trois questions porteront sur les sujets suivants: la vision, les moyens et l'action pour les cœurs de ville et cœurs de bourg. Sur la vision, le premier point, le territoire breton est constitué d'une grande diversité où y cohabitent villes, grandes villes, villes moyennes, petits bourgs, dont les centres sont souvent en crise, et un grand secteur rural où domine un habitat diffus, mais où les commerces et services de proximité se font rares. Comment imaginez-vous le modèle d'aménagement territorial breton pour demain? Donc, par rapport à la vision, alors, le déséquilibre entre territoires urbains et ruraux se creuse depuis quelques années. Et la loi NOTRe a accentué ce phénomène. Les communes ont de moins en moins de moyens financiers pour financer leurs projets. Ce sont souvent les petites communes qui en pâtissent le plus, en particulier au niveau des infrastructures, piscines, équipements sportifs et culturels. Les petites communes participent à leur financement sans forcément toujours, en tout cas, pouvoir en bénéficier. Plusieurs compétences sont transférées aux intercommunalités qui s'étendent sur un grand territoire et qui éloignent les élus des citoyens. D'ailleurs, ceux-ci ne les connaissent pas vraiment et le taux d'abstention à ces élections est de plus en plus important. Ces premières considérations sont en lien direct avec la question de l'habitat. De l'aménagement global du territoire dépend la politique de l'habitat. Cela suppose une vraie politique de l'emploi par une relocalisation des usines, car pas d'emploi, pas d'habitants. Donc pas de centre-bourg ni de centre-ville. Pas d'habitat. Il s'agit de rechercher un équilibre entre les territoires au lieu de favoriser l'excroissance des métropoles. Il faut maintenir au maximum les gens sur place afin d'éviter leur fuite dans les grandes villes. Et il faut dans le même temps être suffisamment attractif pour que des gens viennent s'établir dans les petites ou moyennes communes. Il est plus facile de gérer des petites villes ou des villes moyennes que de grands centres urbains où la qualité de la vie est bien moindre et où la sécurité fait parfois défaut. Donc c'est un peu le modèle d'aménagement pour vous qui paraît important. Donc si on passe un peu aux moyens, l'État, par la loi Elan de 2018, par l'action de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et la région de Bretagne, ce sont d'outils de réflexion et de développement pour les centres-bourgs ou les centres-villes. Par exemple, l'établissement public foncier ou cœur de ville, petite cité de demain. Quel bilan faites-vous de ces outils existants? Sont-ils suffisants? Est-ce qu'ils sont assez performants? Et est-ce qu'ils répondent à leur revitalisation des centres-villes, centres-bourgs pour vous? Alors, une réflexion d'ensemble sur le logement est forcément nécessaire. Elle doit aboutir à créer des espaces de vie qui permettent la mixité sociale et ou intergénérationnelle, à favoriser un cadre de vie agréable, à promouvoir un habitat le plus sain et le plus écologique possible et évidemment le moins énergivore. Alors la loi Elan cherche à établir un choc de l'offre, permettre plus d'offres de logement en permettant notamment de construire mieux et moins cher. Donc cette loi est une sorte de patchwork qui rassemble des mesures de nature très différentes. Donc celle-ci concerne entre autres l'encadrement des loyers, la réforme des logements HLM, l'assouplissement des obligations des constructeurs pour assurer l'accessibilité aux handicapés et la réforme de la loi littorale. Donc si on peut évoquer quelques critiques sur les logements sociaux, la loi dissimule, comme nombre de lois de ce gouvernement technocratique, qui réfléchit d'abord avec le logiciel bercien, une pensée économie. Il s'agit de diminuer les dépenses et récupérer de l'argent. Cette logique est à l'œuvre lorsque la loi propose de regrouper les offices HLM, même si leur nombre très important peut poser problème, c'est pour faire des économies d'échelle. Le désir de vendre 40 000 logements sociaux peut aussi être questionné. C'est la possibilité offerte à des organismes privés à s'accaparer des biens publics. Sur l'assouplissement des obligations d'assurer l'accessibilité aux handicapés dans les logements neufs,
Alors avant, c'était 100% de logements adaptés, on est passé à 10%. C'est un recul considérable. Et toutes ces mesures ont un impact par rapport au centre-ville, centre-bourg? Elles peuvent en avoir, en tout cas. Sur la loi littorale, donc la loi facilite la construction dans les secteurs déjà urbanisés, soit liés aux agglomérations, mais pas entièrement bâtis. Elle limite les aménagements aux services publics et à l'amélioration des logements. Mais il peut y avoir une brèche qui pourrait permettre une extension de l'urbanisation dans une zone littorale, alors que le littoral est absolument à protéger. Surtout en Bretagne, il est trop beau, notre littoral. L'action Cœur de Ville, donc elle a été lancée en 2017 dans le but d'assurer la revitalisation des villes moyennes, donc avec 5 milliards dépensés en 5 ans. Les petites villes de demain, programme lancé en octobre 2020, dans le cadre du plan de relance de 100 milliards. 3 milliards seront alloués pendant 5 ans pour le financement d'actions et de travaux visant à assurer la résilience et la transition écologique dans 1600 communes et intercommunalités. 26 communes du 22 sont prises dans ce dispositif. Donc la critique. Sans doute que c'est un peu tôt pour faire une critique exhaustive de ces dispositifs parce qu'ils sont quand même assez récents. Par rapport à l'EPF, par exemple, quelle est un peu ou à Cœur de Ville, Petite Cité de demain, quelle est un peu la position de votre liste? Est-ce que vous pensez qu'ils ont joué un rôle intéressant, qu'ils pourraient jouer un rôle de développement dans l'avenir, ou est-ce que visiblement vous avez un regard critique ou mitigé sur ces outils? Alors, ils peuvent apporter quelque chose, sûrement. Mais c'est dans le développement de ces outils, dans la manière dont ils vont être utilisés, qu'on va pouvoir voir leur effet, en fait. Mais donc, justement, les points positifs, c'est que ces mesures semblent quand même montrer que le gouvernement a pris conscience des fractures territoriales dont souffre notre pays. Donc, il faut aider la France qu'on appelle la France périphérique. Ces programmes offrent des moyens en plus à des communes qui souffrent depuis des années de la baisse des dotations de l'État. Depuis 2018, ces dotations ont seulement été stabilisées. Donc les moyens manquent toujours. Et entre 2013 et 2017, les baisses de dotations ont entraîné 23 milliards de baisses d'investissement public, ce qui est quand même assez important. Et ça se ressent, à votre avis aussi, sur tous les cœurs de ville, cœurs de bourg, qui est finalement un débat essentiel pour pas que, surtout que les centres-villes meurent ou qu'il n'y ait plus de services. Cette diminution des crédits, ça a aussi un impact? Sûrement. Donc les moyens donnés restent limités. Les sommes annoncées sont à comparer aux baisses d'investissement public des années précédentes. Pour le plan de relance de 100 milliards, on peut dire que 3 milliards pour les petites villes, c'est peu. Ces programmes aussi sont pensés en termes de renforcement des centralités, c'est bien, car disposer de bourgs et de petites villes bien dotées, c'est essentiel. Cette vision est cependant limitée et conduit à faire perdurer une tentative de fond, le délaissement des petites communes qui ont déjà été marginalisées par les constitutions des EPCI et qui sont les principales perdantes des baisses de dotation. Donc les petites communes sont toujours perdantes dans l'affaire. Alors l'établissement foncier de Bretagne, donc c'est un bon outil. Il est à l'origine d'études de fond qui permettent de se faire des idées précises des différents défis que nous avons à affronter en termes d'aménagement. Il finance des opérations donc très diverses. Donc, quels sont les outils que nous, on pourrait proposer en plus? Est-ce qu'il y a d'autres outils à mettre en place pour votre liste? Ou est-ce que ceux-là sont suffisants à être améliorés? Enfin, c'est un peu le sens de ma question. Oui. Donc, nous sommes à l'écoute de toute idée, mais il nous semble qu'au-delà des outils, déjà nombreux, il est essentiel d'avoir une volonté politique forte, une vision claire qui fixe des priorités afin d'éviter l'éparpillement. Trop d'outils peut aussi... Voilà. Donc il vaut mieux qu'ils soient peut-être moins nombreux, mais performants. Voilà. Donc c'est ce rôle que nous entendons faire jouer au Conseil régional. Notre objectif sera de réduire les fractures territoriales. Il s'agira d'assurer un développement démographique et économique plus équilibré. Et pour ce faire, nous forgerons une politique visant à assurer un développement économique de la région, mesure par exemple l'accélération de l'installation de la fibre et la meilleure réception de la 4G,
qui est Ils sont essentiel. importants pour le territoire rural, finalement. Oui. Pour les habitants, pour les entreprises. Et donc, il faut absolument que le Conseil régional assure 75% des marchés publics aux entreprises locales. Il faut faire travailler les gens, les locaux, qui ont un savoir-faire important. Il faut renforcer l'attractivité des petites villes et des villages, lutter contre les déserts médicaux et faire aussi peut-être un plan de transport local pour que les habitants des petites communes, des villages les plus reculés soient aussi bénéficiaires de transport pour aller facilement d'un lieu à un autre. Alors sur les actions, de nombreux Bretons sont attachés à la qualité de vie en maison individuelle et souhaitent ce mode d'habitat. Aujourd'hui, cette volonté se développe principalement en milieu rural, dans les centres-bourgs. Quel habitat pour le centre-ville? Parce que là, il y a un certain nombre de débats. Hein. Il y a des villes comme Rennes qui, effectivement, ont construit dans le centre-ville des tours avec 50 étages et densifient beaucoup. Dans les centres-bourgs, est-ce qu'il vaut mieux rénover ou construire ou s'occuper des dents creuses? Donc là aussi, il y a un autre débat. Et comment déployer une attractivité et une communication appropriée qui permet d'attirer ces populations au sens mixte, hein, pour effectivement qu'il y ait des gens de tout niveau de revenus et de conditions, pour les attirer donc vers les centres-villes et centres-bourgs. Alors, pour attirer la population et l'inciter à réinvestir les bourgs ruraux, il faudrait redéployer un minimum de services publics, même de services publics itinérants dans les plus petits villages. Inciter les professionnels de santé à s'établir en zone rurale. Favoriser la création de commerces multiservices par le biais d'incitations fiscales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, étendre l'accès au très haut débit, à la fibre optique pour supprimer les zones blanches et travailler déjà à une meilleure réception de la 4G. Maintenir et rénover ou remettre en service le réseau ferroviaire traditionnel pour désenclaver certaines localités entre elles. Garantir l'égalité ruraux-urbains, renforcer le télétravail, créer des espaces conviviaux, l'accès à des salles de réunion pour redynamiser des bassins d'emploi en zone rurale. Favoriser la mixité intergénérationnelle en construisant de petits ensembles de logements adaptés à différents types de populations pour permettre une vie sociale riche, personnes âgées, jeunes familles, peut-être même personnes en difficulté, hein, pour qu'il y ait vraiment un vrai brassage, une vraie communication. C'est une vraie question pour les centres-villes, centres-bourgs, pour pas que ce soit finalement qu'une seule population qui arrive. Mais non, c'est pas la vie, ça, d'avoir qu'un type de population. Proposer des petits logements seniors séparés par une pièce commune pour des moments de convivialité, des temps de partage, ou pour pouvoir recevoir de la famille ou des amis. Ça pourrait être, on va dire, sympathique de pouvoir proposer quelques logements de ce type-là. Ce serait nouveau. Construire de petits ensembles avec commerce de proximité. Par exemple, un petit immeuble avec des commerces de proximité au rez-de-chaussée et avoir 1 ou 2 étages de logements, peut-être des logements qui pourraient accueillir. Il y a aussi des femmes seules avec enfants qui ont besoin aussi de logements parfois adaptés à leur situation. Peut-être une personne âgée aussi qui est encore valide et qui aurait justement ces commerces de proximité, on va dire, à portée de son logement, quoi, pour lui faciliter la vie. Laisser quand même des espaces verts, des espaces de respiration. Oui, parce que c'est finalement un débat aussi, c'est comment on densifie, est-ce qu'on densifie vraiment le centre-ville en laissant pratiquement plus rien, ou est-ce qu'on laisse des espaces de respiration pour que le cadre reste agréable? C'est aussi une vraie question pour les centres-villes, centre-bourgs. Oui, mais ça me paraît important de laisser des espaces verts. Respirons. Limiter au maximum l'artificialisation des sols en encourageant la rénovation des logements existants et en les rendant accessibles au PMR. Permettre aux plus de 65 ans qui souhaitent rester dans leur logement d'effectuer les travaux d'aménagement rendus nécessaires par leur grand âge en diminuant la TVA sur ces travaux. Favoriser les associations qui accueillent et réinsèrent les personnes porteuses de handicap. Favoriser la primo-accession à la propriété en supprimant les droits de mutation. Inclure l'accession à la propriété dans le décompte du quota de logements sociaux et gérer ces quotas au niveau des intercommunalités.
Alors par rapport à l'habitat en centre-ville, c'est vrai que les centres-villes parfois sont riches de toute une histoire. Et donc forcément rénover, garder ce logement, ce bâti ancien, permet de garder une certaine âme à la ville. Parce que derrière, il y a toute une histoire, toute une richesse. Des logements peut-être aussi, que ça ne Oui, soit pas que oui. des lieux de... Non, oui, pas forcément seulement des lieux touristiques, mais ça peut être des lieux réhabilités en logement. Mais garder le caractère L'histoire, la propre. culture. Ah oui, c'est vraiment important. Sinon, on devient déraciné si on enlève notre histoire. Merci Marie-Thérèse Lefebvre pour cette intervention.